Monsieur, ah, vous me filmez là? Oui, bien sûr. Je suis ravie de voir que vous êtes là tous si nombreux. Ça prouve que ce thème des maisons intéresse tout le monde. Donc je commence par vous présenter les artistes. Donc Monsieur Lascoum, Jean Lascoum, qui a même retrouvé ici certains de ses anciens élèves aux Beaux-Arts à Bordeaux ou à la fac, qui a fait les maisons cabanes en métal soudé, qui font penser un peu à des cabanes, à des palombières qui bougeraient dans le vent. C'est ça. Des grues. Avec des escaliers qui sont penchés. Vous avez remarqué, elles penchent et elles projettent des ombres. Donc l'œuvre d'art est autant dans l'ombre projetée que dans la sculpture elle-même. Piet de Volder, qui donc a fait les peintures. Partout j'ai écrit huile sur toile ou huile sur bois. Je me suis trompée, ce n'est pas de l'huile. C'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique. Je savais que les petits formats étaient en acrylique et j'avais mal compris. Je croyais que... Donc voilà. Et ce sont des maisons d'enfance, des maisons rêvées, des maisons oniriques. C'est... La première fois que j'ai vu les peintures de Piet de Volder, c'était à Saint-Cyprien. Il y avait cette toile-là, avec ce bleu, et je me souviens, je suis rentrée dans la pièce et je me souviens d'avoir été marquée par ce ciel bleu, ce ciel d'enfance qui était là. Et donc, en fait, ces deux artistes, nous les avons invités, Philippe et moi, parce qu'on voulait faire une exposition sur le thème des maisons. Parce que donc, moi, je suis fascinée par les maisons, à la fois dans la réalité et en art. Donc les maisons noires là et les autres derrière en grès, ce sont les miennes. Et on fait aussi beaucoup de photographies de maisons, Philippe en ville, et moi j'ai exposé mes photographies de toiles d'araignée dans mon atelier. Et donc l'idée était de monter cette exposition autour du thème de la maison, mais la maison, celle dont parle Gaston Bachelard, en fait, dans son livre qui s'intitule La Terre et les rêveries du repos, ou la rêverie, je ne sais plus le titre exact. Il parle en fait de la maison d'enfance, mais la maison rêvée, celle qu'on ne pourra plus jamais retrouver, celle qui permet de se recentrer sur soi, de se reposer et justement de pouvoir créer. Donc j'avais prévu de faire un long discours sur ce thème, du repos, de la création par rapport à Bachelard. Je voulais parler aussi du psychanalyste anglais Winnicott, qui parle du jeu et de l'enfant qui réussit à créer quand il est au repos. Et je me suis dit que tout ça allait être beaucoup trop compliqué. En une minute. Donc je laisse tomber. Et voilà, donc je suis juste extrêmement contente de voir qu'il y a autant de monde. Et servez-vous, prenez à boire. Parlez des photos de monsieur. Ah, voilà, parle de tes photos, Philippe. De mes photos c'est des photos de mes... Enfin, c'est surtout des photos de fenêtres. Et en faisant ces photos, j'étais fasciné par cette fenêtre qui est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans les fenêtres, on voit l'extérieur qui se reflète et vaguement l'intérieur en transparente. Alors parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et c'est pour moi quelque chose de très intéressant de voir les deux en même temps, puisque la maison, hein, c'est l'intérieur, c'est chez soi, et c'est en même temps une fenêtre ouverte vers l'extérieur. N'oubliez pas la dame qui est là, sur le mur derrière, qu'on ne voit pas.
on la voit de dehors, qui se penche par la fenêtre et donc elle est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, bien sûr. Ah, la dame toute nue. Non, elle n'est pas toute nue. Non, non, elle n'est pas toute nue. Par contre, il y a la dame toute nue. Elle est là aussi, mais ça, c'est la dame de Pete de Volder qui est en dessous, qui est aussi à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Voilà, donc bon apéritif. Bonjour, alors Madame Bourzex, vous êtes la propriétaire de la galerie. Oui, absolument, avec mon mari. Donc, on est les deux filles de la galerie Phi 2, Sophie et Philippe. Bon, Sophie a aussi d'autres explications. Phi, c'est le nombre d'or. Et donc voilà, au début on voulait appeler la galerie Galerie des 100 conils, parce qu'il y a beaucoup de lapins. Et que les lapins croissent sur une suite de Fibonacci qui est liée au nombre d'or. Enfin, on avait plein d'idées, donc on a fini par appeler la galerie Phi 2. Et on dit que c'est nos deux prénoms, c'est plus simple. Alors, continuons à parler un tout petit peu de la galerie. Une galerie à Villamblar. Villamblar est évidemment une capitale importante, mais enfin pas si importante que ça tout de même. C'est pas notre activité principale, c'est plutôt une sorte de hobby, on va dire. Mais oui, Villamblar n'est pas une ville avec une activité folle. Néanmoins, on avait l'espoir, en ouvrant cette galerie, de petit à petit, de faire venir des gens de plus en plus loin en se faisant connaître. Donc petit à petit, le public grandit. Là, vous avez vu qu'il y avait quand même du monde. Donc on espère qu'on va finir par être connu. Depuis combien de temps On a ouvert en 2012. C'est pas si vieux que ça. Non, non, ça fait pas longtemps. Donc il y a des lieux d'exposition, surtout dans le domaine de la céramique contemporaine, qui sont dans des endroits très reculés en race campagne et où il y a des gens qui se déplacent de l'autre bout de l'Europe. D'accord, on vient de parler avec Monsieur de Volder et Monsieur Lascoum, donc deux de vos quatre invités, les deux autres étant vous-même et votre mari. Donc vous les avez trouvés comme ça, en vous baladant en Dordogne ou... Absolument. J'avais dans l'idée de faire une exposition sur le thème des maisons depuis très longtemps. Donc Pete de Volder, je l'ai rencontré en 2010 et j'avais gardé dans un coin de la tête qu'un jour je l'inviterais quand l'occasion s'en présenterait. Quant à Monsieur Lascoum, j'ai rencontré ses œuvres l'année dernière à Saint-Émilion. Il était exposé et j'ai fini par le retrouver avec difficulté, mais je me suis pas... C'est une bonne idée parce qu'en tout cas, effectivement, il y a du monde, mais si on est content de voir qu'il y a des gens qui habitent dans le coin et qui font des choses remarquables. Alors là, nous sommes juste à côté de Maison du Nouveau-Mexique, d'El Paso, de Santa Fe, mais pas du tout, ce sont des moellons aménagés et c'est vous qui avez fait ça. Absolument, donc en fait, ce sont des maisons, des sculptures maison. Un jour, j'ai vu une sculpture de Eduardo Chillida, qui est un sculpteur basque, qui est extrêmement connu pour ses sculptures métalliques monumentales, mais il a aussi fait toute une série de sculptures en terre. Et j'ai commencé à faire une série de maisons inspirées de ce sculpteur. En fait, il y a des parties qui rentrent les unes dans les autres, donc... ça tient aussi du puzzle, oui, voilà. De l'imbrication. Les petits détails imbriqués et le côté imbrication, les escaliers, créer des sortes de maisons compactes, terreuses, qui me plaisaient bien. Donc c'est du grès, cuit à 1300 degrés. Ce ne sont pas du tout des moellons. Non, c'est du grès émaillé. Donc j'ai mis pas mal de temps à trouver un émail... c'est un émail à base de cendre qui donne cet aspect terreux. Donc, oui, j'ai vu que vous étiez céramiste, mais il n'y a que ces œuvres-ci qui sont là. Je suppose que vous avez dans votre atelier ou dans votre maison un autre lieu d'exposition pour vos céramiques. D'habitude, on fait 4 ou 5 expositions par an ici, et sinon, entre les expositions... il y a des choses plus utilitaires, plus artisanales. Donc il y a de la vaisselle, je fais de la vaisselle et je n'expose pas dans mon atelier. Non, pour l'instant, mon atelier, il y fait froid l'hiver, chaud l'été, il n'est pas ouvert au public. Mais j'ai de la vaisselle, j'ai des choses qu'on peut voir ici. Et vous tournez, vous cuisez toute seule, comme une grande. J'ai suivi 2 années de cours sur les émaux à haute température. Et oui, je tourne ou je travaille à la plaque. J'ai un très grand four à gaz.
Vous faites vos émaux aussi, je crois. Je fais mes émaux, oui. Absolument. Donc j'ai des émaux... j'ai des émaux que les personnes qui m'achètent de la vaisselle connaissent bien, des émaux à base de cendre, dans les couleurs bleues. C'est des émaux que j'ai développés moi-même, oui. Très bien. Alors, ces maisons dont vous avez trouvé l'inspiration chez Chillida, vous avez parlé aussi de Bachelard. Oui. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à la question de la maison comme lieu de repos, au sens d'un état de non-tension dans lequel on réussit à être créatif. C'est le même état dont parle Winnicott quand il parle du petit enfant qui arrive à jouer, quand il est assis à côté de sa mère ou de son père qui sont en train de faire autre chose. Et l'enfant est absolument seul tout en étant absolument certain de ne pas l'être. Et là, il est absolument au repos et il peut créer, c'est-à-dire jouer. Et cet état de repos, Bachelard en parle aussi. Et il dit qu'on l'atteint dans la maison de l'enfance, la maison onirique, celle où on arrive à être en paix. Et c'est... je me suis rendu compte que dans mon atelier, quand je m'étais mis à faire des maisons comme les maisons trouées qui sont dans une autre partie de la pièce, là, en fait, j'étais en train de jouer. Je faisais une sorte de représentation de moi-même et que j'avais enfin réussi à atteindre cet endroit de repos. Vous avez choisi une interprétation de la maison parmi les plus optimistes, je pourrais dire, les plus brillantes, les plus positives, parce que si je me souviens bien, Bachelard parle aussi des secrets pas très jolis de la maison, des greniers, des caves et des choses où l'on cache, alors que ce qui me frappe dans vos productions d'ici, c'est l'ouverture de ces maisons qui sont quasiment transparentes malgré leur opacité de matière, mais elles sont transparentes, on passe au travers. Oui, en fait, là, on risque de tomber dans des méandres psychanalytiques. C'est-à-dire que je me sens... C'est vous qui avez parlé de Winnicott. Hein. Oui. Moi, je me sens toujours à nu. J'ai l'impression que je dois toujours tout dire. Et donc, en fait, c'était une façon, petit à petit, justement, ces maisons, je les referme au fur et à mesure. Au fur et à mesure, il y a des escaliers, des balcons. Elles se referment. Par exemple, celles-là sont postérieures à celles qui sont plus ouvertes. Et donc, c'était pas conscient, mais je pense qu'en fait, au départ, ces maisons étaient une image de moi. J'étais en train de jouer comme un enfant jouait avec des Legos. Très bien. On va pas vous en demander plus parce que sinon, en effet, on saura tout de vous. Ce ne sera pas bien du tout. Merci beaucoup. Merci. Bon, Monsieur Graindorge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le deuxième de Phi 2. On vient de s'entretenir un petit peu avec votre charmante dame. Et vous êtes le photographe. Ici, on a autour de nous quelques images de vous. Et il y en a une au moins qui a fait penser à Monsieur Lascoum que vous aviez des choses à vous dire. Absolument. C'était les photos d'aujourd'hui étaient sur le thème de la maison. Donc j'ai sélectionné des photos qui avaient des fenêtres en fait, puisque c'est l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, pour moi, la fenêtre. 2 secondes, comment ça vous vient de... Tiens, on va faire une expo sur la maison. Comment ces choses-là arrivent? Alors ça, c'est plutôt à ma femme qu'il faut demander, parce que c'est elle qui a travaillé, vous avez vu ces céramiques, et c'était ça l'origine de cette exposition. Elle voulait travailler sur la maison, elle voulait faire des maisons en céramique. Elle a fait ces maisons dont elle vous a parlé, qui sont des maisons, on voit à travers, un peu comme des maisons de poupées, un peu comme des silhouettes, un peu comme des ombres chinoises. Et donc, elle avait repéré à la fois Jean Lascoum et Piet de Volder qui avaient fait des œuvres aussi à base de maisons. Et donc, on a décidé de monter cette exposition sur les maisons. Mais c'était vraiment à l'origine en partant de son travail et de sa... Comment dire, de son élaboration personnelle à propos des maisons. Et ça, c'est elle qui peut vous en parler, c'est pas moi. Alors vous, vos fenêtres, parce que quand on va sur votre site, il y a écrit Monsieur Graindorge, photographe aérien. Oui, absolument. Alors on ne sait pas si c'est vous qui volez ou... C'est moi qui vole. Non, c'est mon métier, c'est photographe aérien, ce qui ne m'empêche pas de faire des photos autres. Et donc ces photos-là, c'est des photos que j'avais faites il y a quelques temps de ça. C'était pour l'essentiel à Paris, sauf la grue
qui est à Mussidan. C'est pour l'essentiel à Paris. Je me promenais avec mon appareil photo dans Paris et j'étais fasciné par ces fenêtres où on voyait les reflets, on voyait les intérieurs de temps en temps, les fleurs, les reflets, celle du bouc que j'aime énormément, ou celle-là qui était prise de chez moi à l'intérieur. Et donc, ce sont des fenêtres occidentales que vous avez choisi de photographier, pas les fenêtres orientales, pas les moucharabiés, pas les... Ah, c'est juste une question j'ai photographié les fenêtres qui étaient devant moi. Hein. C'est ni plus ni moins. C'était pas une recherche délibérée. J'étais passé devant et j'avais fait cette série de fenêtres en assez peu de temps d'ailleurs, en plusieurs jours, parce que c'était quelque chose qui me frappait à ce moment-là. 2 secondes de retour sur la photographie aérienne. Comment on photographie aériennement quand on pilote aussi? Vous pilotez d'une main, vous photographiez de l'autre? C'est à peu près ça, oui. Ça dépend des paysages. Quand je suis en rase campagne, que je vole assez haut, un avion, ça vole tout seul. Donc je peux lâcher, préparer ma photo, lâcher les commandes, faire ma photo et reprendre les commandes derrière. C'est pas trop difficile. Il y a beaucoup de photographes qui font ça. Après, je fais aussi la photo aérienne 3D. Alors là, il faut 100, 200, 300 photos du même point prises en 2-3 minutes. Là, non, j'ai un pilote avec moi. Je briefe mon pilote, on fait les évolutions qu'on a planifiées et je fais mes 300 photos pour faire les photos de, je sais pas, la ville de Monquignac, le château de Hautefort, enfin bon, un certain nombre de choses comme ça. Mis à part l'intérêt pécuniaire sûrement qu'il y a à avoir des clients que la photographie aérienne intéresse, du point de vue de l'artiste, qu'est-ce que représente la photographie aérienne par rapport à la photographie tout court? Enfin, est-ce que... Alors, la photo aérienne, c'est une vue complètement différente. On est très haut, on a un angle de vue qui est inhabituel, on a un angle de cadrage qui n'est pas le même non plus, et donc on arrive à faire des photos quasiment abstraites. Et moi, ça me fascine. Je vais d'ailleurs faire une petite exposition à Dôme début juillet, où je vais présenter mes photos aériennes abstraites. Donc, il y a des cours d'eau, il y a des champs, il y a des usines, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont totalement fascinantes parce que, vu d'en haut, on se demande ce que c'est, on voit du graphisme. Il y a un type qui fait ça, qui est assez connu, qui a fait une expo, comment il s'appelle? Vous parlez de Diane Arthus Bertrand. Mais il y a aussi McLean aux États-Unis. Enfin, il y a un certain nombre de photographes aériens. Du land art aussi. Un petit peu, mais le land art, il est plus au sol. Alors que là, vraiment, c'est utiliser le paysage comme sujet de couleur et de graphisme. Il y avait d'autres qui avaient fait ça avant. Hein. Je veux dire, il y avait Giacomelli, qui était un photographe du début du siècle dernier, qui avait fait des photos aériennes en noir et blanc et en argentique, tout à fait étonnantes, parce que c'était vraiment de l'art graphique. Bon, il était imprimeur par ailleurs. Oui, moi aussi, ça, quand je prends l'avion, ce qui me frappe aussi, c'est la nuit, les lumières des villes qu'on a, qui sont comme des neurones éclairés. Absolument, c'est très très intéressant. Oui, c'est très ça fait des drôles de cartes. Donc c'est vrai que la photo aérienne nous dévoile beaucoup de choses dont on n'a pas conscience quand on est au sol. Par changement d'échelle, par changement d'angle, par changement d'altitude, on voit énormément de choses. On voit le travail de l'homme, de l'humain, enfin bon. D'accord. Revenons à vos fenêtres. Donc, mis à part rien du tout, parce que ce sont des fenêtres collectives. Enfin, je veux dire, ce sont des amas de fenêtres. Ah si, celle-là est un peu toute seule. Mais sinon, ce sont des ensembles de fenêtres que vous photographiez. Vous en êtes conscient, je veux dire, ou bien c'est comme ça? Vous avez voulu ça? Parce qu'on pourrait penser que la fenêtre, c'est aussi l'univers de l'intime. Alors justement, oui, je vous remercie de votre question, comme on dit, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ces photos-là, il y avait une autre chose qui me fascinait, c'est que dans ces immeubles avec les fenêtres toutes pareilles, elles n'étaient pas du tout toutes pareilles, et celle qui est juste derrière vous, on voit des rideaux aux fenêtres, et il n'y a pas de rideau pareil. Parfois, il y a un rideau qui est fermé, parfois, il y en a un qui est ouvert, parfois, il y en a en dentelle, parfois, il n'y en a pas. Et ça aussi, ça me fascinait parce qu'on voyait dans cette uniformité des immeubles la diversité des gens qui y habitaient. Et les réflexions dans les fenêtres traduisent ça aussi, puisque par endroits, on voit le ciel, par endroits, on voit un arbre qui se reflète, par endroits, on voit un autre immeuble. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. On pourrait même aller très loin parce que
les fenêtres de Lille ne sont pas du tout celles de Marseille, quoi. Alors que... Également, mais je sais, oui, on peut peut-être dire ça, mais j'ai pas été jusqu'à ce niveau-là. Vous allez continuer sur ce thème de la fenêtre Je ne sais pas, c'est en fonction de... Là, je suis en ce moment ici en Dordogne, il y a des paysages qui sont assez étonnants, il y a des champs, même des simples champs qui sont très linéaires, où on voit les haies ou les fauchages qui donnent des... Je ne sais pas. Merci beaucoup, on ne vous embête pas plus. Merci encore. Merci. Bien, monsieur De Volder, bonjour. Bonjour. Vous êtes un compatriote puisque vous habitez en Dordogne comme moi. Depuis 15 ans. 15 ans, près de Beynac, dont on voit derrière vous une interprétation, on va dire. Oui. C'est une interprétation, j'ai vu sur le château de Beynac, mais bien sûr aussi sur la vallée de la Dordogne. Et j'aime très bien, c'est pourquoi j'ai fait cette peinture-là. C'est très beau. Alors je ne sais pas si un seul tableau donne une idée de votre style ou de l'ensemble de votre travail, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre façon de faire? Ce ne sont pas des huiles, ce sont des acryliques, c'est ça? Ce sont des acryliques. Et j'essaye toujours de donner une fantaisie. J'embellis un petit peu les choses, dans ma vision, mais d'une telle manière que les gens peuvent reconnaître quand même. Hein. Oui, c'est ça, il y a une sorte de mélange de réalisme et d'invention. Est-ce que vous avez des modèles ou des maîtres ou des peintres que vous admirez beaucoup et qui ont inspiré votre facture, votre façon de faire? Pour commencer, je ne sais pas si tu connais le peintre flamand Per Meke. Et il m'a influencé beaucoup parce que, par exemple, les lignes que j'utilise dans mes peintures, j'ai appris ça chez lui. Et aussi parce que j'ai eu aussi des cours en faisant des verres. Ça aussi m'a aidé aussi à me former. Voilà, je vais dire des grands noms, mais moi ça me fait penser plutôt à Braque ou à Nicolas de Staël. Oui, mais bien sûr, tous les artistes français m'ont inspiré beaucoup. Picasso, Braque, oui, ça c'est sûr. Hein. Et vous aimez beaucoup la couleur? Oui, j'ai toujours aimé, même dans mes céramiques, mes sculptures céramiques sont très, très colorées hein, là-bas. Mais aussi les maisons, les petites maisons entassées. Et j'aime bien les couleurs. Et il faut dire que les couleurs en céramique, c'est un petit peu difficile. Oui, parce que ça peut s'influencer et on peut perdre même les couleurs. Mais moi, j'ai... Et comment vous cuisez la céramique? Vous avez un four? Oui, j'ai un assez grand four à la maison. J'ai 2 petits ateliers où je travaille, un atelier de peinture et un atelier de sculpture. Donc, comme ça, je suis très, très bien là-bas. Alors, qu'est-ce qui vaut à la Dordogne la chance d'héberger un artiste comme vous? Vous auriez pu rester en Hollande ou... Non, je suis devenu en France. J'espère de rester ici le reste de ma vie parce que je suis très bien. C'est très calme, très rustique là-bas, à l'Arche-les-Mines, et j'aime bien. Ce sont vos voyages qui vous ont fait connaître la Dordogne ou... Oui, on peut dire qu'après ma retraite, on a acheté avec ma femme un camper et on était toujours en route vers l'Espagne, mais on n'est arrivé jamais là-bas. On restait ici en Dordogne. Oui, parce que c'est tellement beau. Il y a les châteaux, la rivière. J'aime bien. Merci beaucoup, monsieur De Volder. Bien, monsieur Lascoum, bonjour. C'est bien gentil de nous offrir quelques moments pour parler de vos œuvres qu'on voit un peu autour de vous, près des murs. Oui, on a un peu partout. Vous êtes le type qui fait des échelles, des cabanes perchées, des trucs un peu moins gais, genre
Blocos, enfin non, pas blocos, mais des cabanes de camps de concentration. Comment ça s'appelle, Philippe? Les miradors. Les miradors, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça peut évoquer ça. Ça peut évoquer ça. Vous êtes d'accord avec ça? Et je viens aussi... Alors, bon, on va vous présenter quand même. Présentez-vous tout seul. Vous êtes quoi? Sculpteur? En quelques secondes, j'ai commencé à travailler le métal dans les années 70. J'ai aimé ça. C'est des rencontres avec l'œuvre de Kémény, de Gonzalez. Et puis, après, j'ai rencontré César aux Beaux-Arts de Paris, mais j'avais déjà commencé mon travail de fer. Et puis, j'ai continué. Je faisais des objets un peu fermés, comme ça, des boîtes. Et puis, petit à petit, se sont dégagées des lignes. Et un jour, une espèce de maison en haut, verticale. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à penser, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, je me suis souvenu de mes premières émotions dans les Basses-Pyrénées ou dans la ferme des grands-parents. Nous montions enfants avec l'interdiction des parents, des grands-parents et de tout le banc. Nous montions dans les palombières et parfois nous passions d'un arbre à l'autre avec une planche en équilibre. Donc, en fait, cette lutte contre le vertige. Et puis après, plus tard dans ma vie, j'ai rencontré les cabanes de Tchanké sur le bassin d'Arcachon, les cabanes le long de la Garonne. Mais c'était surtout l'univers industriel, les dépôts de métal, les ports de Bordeaux, tout ce qui est construction métallique. Les grues. Et tout ça, ça m'a toujours attiré. Bon, j'espère que ce n'est pas une simple décalcomanie, une simple évocation directe, mais c'est ajouté à moi, dans mon travail, l'idée de trouver des rapports géométriques satisfaisants pour l'œil, pour l'émotion, dans l'esprit de ce que je considère moi être un peu une beauté formelle. Donc je viens travailler après Ed Lissitzky, qui a fait le monument à la gloire de la 4e internationale, et après les artistes anglais, Caro, les artistes espagnols, voilà. Donc je n'invente rien. Modestement, je fais ces sculptures les unes après les autres. Chacune est différente de l'autre et toutes sont semblables. Bon, pour résumer, je ne veux pas être trop long, un peu la démarche, voilà. Alors moi je ne vais pas être trop long non plus, mais et puis chacun parle depuis du point de vue de son expérience. Il se trouve que j'ai visité entre guillemets à Auschwitz et que l'une des choses que j'ai retenues de cette visite, par ailleurs pas très défendable peut-être, mais c'est ce qui reste, et il en reste très peu, des chambres à gaz. Et tout a été détruit évidemment avant que les Allemands ne partent, les nazis ne partent, mais j'ai retenu l'image de ruines qu'on empêchait de tomber, puisque les quelques restes de chambres à gaz qu'on trouve sont consolidés par des armatures de fer un peu comme les vôtres, et on a l'impression d'une chute arrêtée. Or, j'ai un peu cette impression avec ce genre de choses, qui sont à la fois des élévations et des chutes. Enfin, surtout dans le contraste entre vos deux, je ne sais pas comment dire, mais ces fils de fer et ces... La tour et la masse, oui. Et voilà, il y a un contraste entre la lourdeur et la légèreté, entre l'élévation et la chute. Mais bon, ça pourrait être contradictoire, peut-être. Mais c'est sûrement contradictoire. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Formellement, c'est peut-être un peu contradictoire, mais j'assume relativement. Là, pour moi, ici, il n'y a pas ces contradictions, puisqu'on est uniquement dans un jeu formel de rapport entre des lignes, des masses, dont je reprends un peu ce que disait Kandinsky dans point, ligne, plan. C'est-à-dire que on peut penser l'art uniquement avec des points, des lignes et des plans. Donc la courbe n'étant qu'un point qui se déplace. Il y a aussi l'équilibre et le déséquilibre. Tout à fait, bien sûr. Donc vous n'avez pas peur de la contradiction ou du paradoxe, parce que c'est un peu ça qui fait penser quand même. Ben oui, je suis conscient d'être un espèce de guignol, un être paradoxal, un humain. Comme tout le monde. Très bien. Merci, ça marche. Est-ce que je peux demander à un artiste si ça marche le boulot, vous en vivez, tout ça? Non, on pourrait dire qu'à titre individuel, pour moi, je pense que j'ai trouvé un chemin dans la montagne pour moi. Alors après, la réception de l'œuvre d'art, bon, c'est autre chose. J'ai fait
quelques expositions un peu, on va dire, expositions un peu plus commerciales, d'autres un peu plus prestigieuses dans des centres culturels. Et là, je suis venu ici parce que Madame Borzec a rencontré mon travail, puis ça lui a fait plaisir de le montrer, donc j'ai même pas cherché. Je ne suis pas posé aucun problème, quelqu'un a envie de me montrer, j'accepte. Vous habitez dans le coin? Bordeaux. Vous habitez Bordeaux. D'accord. On peut revenir 2 secondes sur l'histoire de la réception qui m'intéresse beaucoup personnellement. Est-ce que vous vous êtes fait une idée de la réception de votre travail? Oui, tout. D'abord, j'ai réfléchi d'abord sur le plan, on peut dire, philosophique, la philosophie de la réception, la phénoménologie de la réception. D'une part, moi je pense que je lance des choses, je n'attends pas que ça soit reçu vraiment. Je parle, si ça a un écho, eh bien, tant mieux. Mais est-ce qu'il est arrivé, par exemple, que ce que vous avez reçu vous-même de la réception de vos œuvres vous satisfasse en disant « Eh bien, je ne me suis peut-être pas trop trompé parce que celui-là ou celle-là a compris ». C'est un travail très solitaire. Par contre, ce que vous avez dit concernant les camps de concentration. Alors, il se trouve que j'ai fait une toile avec du métal qui n'a pas encore été montrée. C'est l'histoire d'un petit boxeur juif, qui est allé à Auschwitz, et les nazis l'ont repéré parce qu'il avait un beau corps, et ils lui ont demandé de combattre pour sauver sa vie, comme à l'époque de Rome. Donc ils ont organisé des matchs de boxe, et c'est Salamo Harouche. Et ils ont organisé des matchs de boxe, et s'il gagnait, il survivait. Et donc il a fait comme ça 200 combats, 200 et quelques combats. Il les a tous gagnés. Il a gagné certains combats avec les mains fracturées à la fin, ce qui est une douleur certainement incroyable. Il a terminé sa vie en Israël. C'était un petit grec. Et dans cette horreur, il y a eu quand même, peut-on parler d'une touche de lumière, mais un peu de clarté. À un moment donné, un commandant nazi est arrivé. C'était une brute épaisse qui devait mesurer 2 mètres, qui pesait, je sais pas, 120 kilos. Et il a dit, moi je veux combattre avec le petit juif. Mais si je gagne, je ne veux pas qu'on le tue. Donc même contrairement à ce que pense aujourd'hui, ce que j'appellerais peut-être très très jolie histoire, une certaine bien-pensance, dans l'horreur, il n'y a pas que de l'horreur toujours. Il y a aussi On est sorti à cause de ce commandant, à cause de ce nazi. Oui, mais bien sûr. Mais donc j'ai fait aussi une œuvre en hommage à ce petit boxeur juif, et en même temps en pensant à lui, je pense à tous ceux qui sont passés. Comment vous avez appris cette histoire? C'est un jeune étudiant en droit que j'ai rencontré qui m'a raconté ça, et à la suite de ça, j'ai fait le tableau. D'accord. J'ai fait le tableau. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lascaux. Merci.